Ça marche. Moi, je suis maître de conférence et j'interviens à un titre bien particulier, c'est le fait que je participe à la section 5 du CNU. Je suis élue à la section 5 du CNU et c'est à ce titre-là que je fais partie de la table ronde. Donc, je vais vous parler du CNU, évidemment. Alors, avant d'ouvrir un peu plus avant mon propos, je pense qu'il est absolument vital, pour être tout à fait clair entre nous, de préciser à quel titre ou quels sont les éléments d'identité qui vont structurer mon intervention. Bon, d'abord, vous pouvez constater, je suis femme, j'interviens à ce titre-là, il n'y en a quand même pas beaucoup au CNU, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais le fait d'être femme ne va pas influencer grandement mon intervention de cet après-midi. J'interviens en tant qu'économiste, donc moi je suis régulationniste, je suis par ailleurs très influencée par le marxisme et par l'histoire économique. Ensuite, j'interviens en tant qu'élue CNU, donc j'interviens en tant qu'élue SNESUP, puisque telle est ma carte d'identité au CNU. Et en tant qu'élue SNESUP, je vais, à plusieurs reprises dans mon intervention, développer un point de vue syndical. Ça, c'était les aspects faciles de mon identification pour l'intervention de cet après-midi. On arrive au gros problème, ce qui est un peu plus compliqué. Il va falloir que je parle de eux, de nous, et ce n'est pas toujours facile de placer les frontières entre eux et nous. Alors moi, il y a une frontière que je récuse, donc je ne vais pas l'utiliser. Je ne me définis pas comme hétérodoxe parce que, personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de me définir comme ça. Donc je ne vais pas parler d'hétérodoxie. Alors, si je refuse de rentrer par l'hétérodoxie, il faut quand même que j'arrive à nous qualifier. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, au CNU, nous sommes minoritaire. Est-ce qu'on va se définir comme ça? C'est pas très confortable non plus, pas très opératoire, pas très mobilisateur, pas très constructif. Donc j'ai décidé de parler de nous en termes d'AFEP. Voilà. Je trouve que ça ressemble bien Et tout de suite on est majoritaire. À l'amphi. Non, mais c'est plus ouvert et c'est plus porteur de progrès et ça me plaît. Alors, selon l'invitation de Florence, on est sollicité sur 3 points. Moi, je vais intervenir sur 2. Je vais commencer par l'évaluation. Alors, sur l'évaluation, j'ai choisi de développer quelque chose que nous abordons, malheureusement, je pense, pas suffisamment. C'est sur le fait que le CNU, comme la section CNRS, sont des instances d'évaluation par les pairs. Et c'est précisément cette question d'évaluation par les pairs que je voudrais un peu questionner avec vous de 2 manières. La première manière de voir les pairs, c'est de regarder, par exemple à l'intérieur de la section CNU, le rapport des forces issu de l'élection. Donc, en l'occurrence, ici, l'élection de 2007 pour le CNU qui a été installé en 2008. Alors, comme vous le savez, les sections CNU sont composées à parité de MCF et de PR. Et dans les sections, 2/3 des membres sont élus et 1/3 sont nommés. Les tiers sont donc d'emblée hétérogènes. Ils le sont du point de vue de leur statut, ils le sont du point de vue de leur mode d'entrée dans la section. Et lorsque on dit les choses comme ça, en général, dans les discussions qu'on peut avoir, les discussions interindividuelles, arrive très vite une idée selon laquelle les nommés servent à renverser les résultats des élections. Les élections seraient vertueuses et les nommés ne le seraient pas. Alors, qu'en est-il ? Regardons de près cela pour la section 5. Du côté des MCF, les nommés ne permettent pas d'inverser le résultat des élections. C'est-à-dire que le camp syndical au sens large, c'est-à-dire les élus SNESUP, les élus SGEN et les élus pluralisme et qualité, qui fonctionnent ensemble dans le travail de la section, sont majoritaires. Donc les nommés
on les salue. Du côté des PR, il est indéniable que les nommés renforcent un résultat électoral. Alors, ce n'est pas tout à fait exact ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Si tous les nommés nous étaient acquis dans les circonstances actuelles, il n'est pas sûr que nous remporterions systématiquement les résultats que nous souhaitions. Bon, ça c'est la deuxième idée. Évidemment, lorsqu'on parle du CNU comme ça, on a aussi l'idée qui vient assez souvent que dans le futur ensoleillé qui pourrait être le nôtre, si une majorité politique se dégageait, cela pourrait améliorer grandement la mainmise, pour parler comme ça, que nous aurions ou que nous serions susceptibles d'avoir sur les nommés. Alors, j'aurais peut-être pas dit ça avant d'avoir 3 années d'expérience au CNU, mais force est de constater qu'une bonne partie des élus actuels, et notamment des élus PR, seraient susceptibles d'être nommés par une force de gauche majoritaire au pouvoir. Donc je pense, et de ce point de vue, j'espère que j'ai été claire, je suis définitivement convaincue que travailler sur les nommés, essayer de les récupérer, en faisant un bon travail au niveau des résultats électoraux, n'est pas une voie possible pour améliorer nos positions relatives au CNU. Par ailleurs, espérer d'avoir des nommés qui iraient davantage dans la bonne direction, c'est finalement, quand même, quelque part, renoncer au principe des pairs également, puisque c'est une instance extérieure qui achèverait de polariser les rapports de force. Tout ça pour dire que, avec ces résultats électoraux, nous avons une section CNU qui est fortement polarisée. C'est une section CNU où nous parvenons parfois à gagner sur des dossiers où PR et MCF votent. Et c'est une section où nous perdons systématiquement, aujourd'hui, lorsque les dossiers concernent les seuls PR. C'est-à-dire, quand même, fondamentalement, sur les dossiers qui servent à reproduire les positions dominantes dans la profession des enseignants-chercheurs. Ça, c'était le premier point, celui sur lequel on peut réfléchir à partir des résultats électoraux pour interroger ce principe des pairs. La seconde manière d'interroger ce principe des pairs, c'est de partir d'une autre idée qui me paraît plus fructueuse que la première, qui consiste à dire que la section CNU, ou une section CNU, c'est pas vrai que pour la section 5, une section CNU est un lieu où se construit en acte la représentation collective d'un métier. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, le CNU, en tant que gestionnaire des carrières des enseignants-chercheurs, a 2 missions principales, la qualification aux fonctions de maître de conférence, mais aussi aux fonctions de professeur. Et la seconde mission, c'est la gestion des carrières, au sens strict, ce sont les promotions. Le futur CNU, celui pour lequel nous allons voter en 2011 et qui sera installé en 2012, va avoir une fonction supplémentaire qui est celle de l'évaluation quadriennale individuelle. Alors, ça, c'est le cadre général. Bien sûr, l'évaluation quadriennale individuelle représente quelque chose d'extrêmement important pour la profession. Comme on a un ministère clairvoyant, le ministère a modifié la procédure des promotions cette année, en 2010. Et pour la première fois, le CNU a dû rendre un avis sur chaque dossier de promotion. Il a promu lui-même une partie des candidats, mais il a renvoyé à chaque université des avis sur les candidats à la promotion, libre ensuite aux universités de promouvoir ou de ne pas promouvoir sur le contingent qui leur était alloué. Mais chaque candidat à la promotion a été évalué individuellement, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Donc évidemment, face à ce changement de procédure, la section 5, mais ça n'a pas été la seule, la section 5 s'est réunie en conclave pour essayer de dégager des critères de promotion, puisque notre travail d'évaluateur changeait. Il fallait voir dans quelle mesure nous pouvions construire des procédures d'évaluation intelligibles. Bien, alors nous avons beaucoup travaillé sur une journée, et à l'issue de cette journée, c'est monté tout au long de la journée, évidemment, les Athéniens s'atteignirent, et nous avons eu un vote concernant le recours à des indices. Le recours à des indices pour catégoriser les publications. Êtes-vous d'accord? N'êtes-vous pas d'accord? Il se trouve que 19 personnes ont voté contre le recours aux indices et 17 ont voté pour. Donc c'était une décision majoritaire. Le CNU a décidé, pour la fin de son mandat, de ne pas utiliser d'indices et notamment pas d'indices bibliométriques. Et c'est donc une certaine conception de l'évaluation qui a prévalu à ce moment-là. Alors, il me reste 2 minutes. Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, j'y vais quand même. Je voudrais donner une petite interprétation de ce résultat. Comme d'habitude au CNU, on savoure la victoire pas longtemps, mais pendant 3 minutes, on a été extrêmement content. Extrêmement content. Alors, cette courte majorité, malgré tout, et sans ironie aucune, elle est significative. Mais elle est significative de quoi? Elle est d'abord significative du fait que, au-delà de ce que j'ai appelé tout à l'heure le camp syndical et que j'ai défini, il indique des convergences fragiles, incertaines, mais néanmoins réelles, sur la conception du métier. Et les choses de ce point de vue-là ne sont pas figées. Ensuite, deuxième aspect de cette décision, c'est une décision fragile, 19-17, évidemment, c'est fragile. Alors, comme c'est fragile et que c'est une instance de représentation par les pairs, vous avez tous dû, peut-être pas tous, mais un très grand nombre d'entre vous, a dû recevoir ce magic message de qualité de la science, expliquant que eux, pour évaluer, ils utilisaient des indices et ils détaillent les indices. Une catégorie A étoile CNRS, ça vaut 10 points. Une publication de rang 1, ça vaut 8 points, etc. Et puis, comme ça, je vous mange en indices. Alors, ça signifie quoi, ça? On est vraiment dans la situation où les choses dans la représentation de la profession ne sont pas stabilisées, d'une part, mais où, d'autre part, le fonctionnement de l'évaluation par les pairs conduit au refus d'une décision démocratique. Bon, voilà. Et ça manifeste évidemment ce refus affiché d'une décision démocratique, ça manifeste un rapport de force. Alors, évidemment, ce qui est en jeu derrière, c'est la manière dont l'évaluation quadriennale individuelle du prochain CNU va se mettre en place. Derrière cette évaluation individuelle quadriennale, il y a vraiment 2 conceptions opposées qui sont face à face. La première, c'est ce que j'appelle une évaluation de progrès. Je ne développe pas, je n'ai pas le temps. Et de l'autre côté, il y a une évaluation sanction. L'évaluation sanction, elle est directement rattachée à la mise en place de la modulation. Mais la modulation, la modulation des services, on peut la concevoir comme une sanction par rapport à une manière d'exercer son métier, une manière de produire, une manière, etc. On peut la présenter et l'apercevoir de manière extrêmement individuelle. Mais nous aurions tort de ne pas considérer que derrière la question de la modulation, il y a fondamentalement la question des moyens alloués à l'université. Puisqu'en fait, je vous le fais court, sur mon UFR, on a considéré, on a fait des petites projections, si on mettait en place la modulation, ça reviendrait à supprimer toutes les heures complémentaires. Ce dont il est question derrière, c'est fondamentalement le problème du manque de postes et du manque de moyens. Excusez-moi, je suis vraiment très désolé, mais une sanction temporelle. Alors je finis, et du coup je n'aurais pas parlé de la nouvelle section, mais bon. Ce que je voudrais mettre en avant concernant l'évaluation par les pairs, c'est que l'évaluation par les pairs, ce n'est pas une recette. Elle est représentative à la fois d'opportunités, mais elle est également représentative de risques, et en particulier
j'aimerais insister sur le fait que le CNU procède d'élections et le CNU, comme ailleurs, est en crise du point de vue, atteint une limite sur la capacité contributive de la démocratie indirecte. Une fois qu'on a élu les membres du CNU, ils sont calés pour 4 ans, ils n'ont de compte à rendre à personne, ils sont élus sur un mandat qui peut être flou, et en particulier la question de l'évaluation. Vous allez voter pour des listes, etc., mais nous ne pourrons que présenter des projets concernant l'évaluation individuelle. La mise en place, la fabrique de l'évaluation à proprement dite, elle se fera dans des sections CNU qui, a priori, n'auront de compte à rendre à personne, si ce n'est à la fin du prochain mandat. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Et évidemment, l'enjeu que je vois à cette élection, mais que je vois plus loin sur le fonctionnement d'une évaluation par les pairs, c'est comment instaurer un dialogue permanent entre des représentants élus et une profession. Et la deuxième chose, et je pense qu'elle est extrêmement politique et ambitieuse, mais elle mérite malgré tout toute notre attention, c'est de voir comment nous mettons sous contrôle de la profession les instances représentatives. Je vous remercie beaucoup. Donc, la parole est...